avec la convocation de l'Assemblée, vous aviez un lien pour télécharger, si vous le vouliez, un document qui pouvait meubler vos soirées de fin d'hiver. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, sinon je vous invite à prendre le temps à l'occasion pour consulter ce document. Voilà. Ce rapport de gestion, il vous a été envoyé avec la convocation. Le rapport des commissaires aux comptes sera mis après l'Assemblée, puisque normalement le commissaire aux comptes intervient après que j'ai fait cette présentation pour expliquer la certification des comptes. Voilà, je ne vais pas reprendre en détail ce rapport, parce que pour ceux qui l'ont vu, bon, il y a 40 pages, il y a des annexes, hein, je rassure. J'ai mis un peu de couleur, des dessins pour que ça soit supportable. Voilà. Avant de démarrer, je voulais aussi remercier ceux qui ont été aux manettes de la gestion en 2017, puisque pour ma part, mon intervention était réduite entre le 9 décembre et le 31 décembre, donc notamment Bernard Millon-Rousseau, qui était le vice-président finance-gestion, Yves Gou, notre secrétaire général, et puis l'équipe de la compta, notamment Gilles Ravet, Sandrine Laval, et puis un alternant qui est Fernando Rambaud, et qui, je dirais, sont les gestionnaires au quotidien de tous les actes de comptabilité de la SOS. Voilà. Alors, un premier point, c'est de quel périmètre doit-on parler? Alors, j'ai mis en bleu, en fait, le périmètre dont on va parler. Pourquoi? Parce que la SOS a évolué au cours du temps, avec des activités qui se sont diversifiées, et notamment la création de filiales. Vous les trouvez en couleur orange, si vous voyez les mêmes couleurs que moi. En bas, AM Multimédia, le Club Iéna, et puis Galzar.net, qui sont 3 filiales. Il y a les fondations, et notamment la Fondation Arts et Métiers, qui sont à part, donc c'est normal qu'on n'intègre pas leur compte. Et en fait, le périmètre SOS, c'est principalement ces activités que vous voyez, et particulièrement les groupes et promos sous égide. Alors, les groupes et promos sous égide sont considérés comme des sous-sections de la SOS, plan administratif et comptable. Elles bénéficient à ce titre de la couverture d'assurance de la SOS. En termes de comptabilité, de tenue de compte, je dirais globalement, et de justification, elles bénéficient d'un système simplifié, puisque dans les comptes de la SOS, on ne prend dans le compte d'exploitation que la variation de leur compte bancaire au cours de l'année, ce qui est quand même très simple, hein. On ne va pas lister leurs dépenses, mais donc ces groupes et promos sous égide conservent une totale maîtrise de leur budget, de leurs ressources et de leurs dépenses. C'est important de le signaler, et je le rappelle, comme ça a été écrit et dit dès le départ, que les disponibilités, j'en parlerai tout à l'heure, des groupes et promos sous égide, sont sécurisés, c'est-à-dire qu'on s'interdit côté SOS d'y toucher. Hein, c'est écrit et c'est fait. Voilà. Alors, le fait d'avoir mis dans le rapport de gestion la liste... Juste peut-être préciser par rapport au groupe sous égide, que le rapport justement qu'a émis Didier a permis de constater qu'il y a au moins une promo qui est constituée sous forme d'assaut, et qui a été comptabilisé, qui a ouvert un compte au niveau de la Société Générale. Et donc, c'est une erreur donc, qui a été faite par rapport à ça. Donc, je remercie le délégué de promo qui nous en a fait part. On va vous faire passer un document à tous les groupes qui sont sous égide au niveau de la SOS pour bien valider qu'il n'y a pas une association qui est créée. Parce qu'on est bien d'accord que si vous êtes, par exemple, une promo, il y a une association loi 1901 qui est créée, vous ne pouvez pas être sous égide de la SOS. Ouais. Ça, il faut bien comprendre. Donc il y a eu une erreur, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, donc ça on le corrigera. Évidemment, je n'ai pas corrigé les comptes depuis le fait qu'on nous a signalé ça, et il faudrait d'ailleurs remonter à 2016 aussi pour corriger. Ça n'a pas un impact significatif qui met en cause pour autant les comptes. Mais c'est important de bien s'assurer qu'on est conforme réglementairement aux dispositions qui touchent à notre association. Alors donc le périmètre dont j'ai parlé dans le rapport de gestion et que je vais résumer maintenant, c'est celui qui est en bleu, c'est-à-dire la SOS avec ses activités, bien sûr les groupes et promos sous égide, le projet Arts et Métiers Accélération, puisqu'en 2017, c'était un projet et pas une structure externe,
le cas particulier de Bormes, voilà, c'est le périmètre qu'on évoque. Alors, globalement, vous trouvez les soldes synthétiques. Globalement, la SOS termine avec un résultat net qui est déficitaire, moins 483 €, dont moins 513 sur le projet Arts et Métiers Accélération. Donc s'il n'y avait pas ce projet-là, vous voyez qu'on serait plutôt en positif. Les groupes et promos sous égide, la variation de leur compte entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, cette variation est d'un peu plus de, enfin je vais dire en gros 60 000 €, 58 000 €. Au budget, il était prévu 0. Donc, mais je le signale maintenant, après toute l'analyse que vous avez vue dans le document et que je vais synthétiser après, mais cet aspect-là de côté, puisque je tiens à bien marquer je dirais la frontière entre les comptes propres de la SOS et ceux des promos et groupes sous égide. Dans le tableau, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir de loin, je suis désolé, je voulais éviter de projeter des tableaux, parce que je sais que c'est très pénible pour tout le monde. Je dirais moi en premier qui ai une très mauvaise vue. Simplement pour dire que l'an dernier, les groupes et promos sous égide avaient fini avec un solde excédentaire, enfin un solde de la variation de leur compte de 173 000 €. Et globalement, la SOS avait fini, hors promos et groupes sous égide, avec un solde de 500 000 €. Voilà. Cette année, si on neutralise la variation des groupes et promos sous égide, et si l'on met à part le projet Arts et Métiers Accélération, on est proche de l'équilibre à moins 28 000 €. Voilà. C'est ce que vous retrouvez rappelé ici. Alors, depuis de très nombreuses années, la SOS a mis en place, enfin les vice-présidents finance-gestion successifs ont mis en place et enrichi une comptabilité analytique. Je rappelle que en tant qu'association, on gère nos comptes avec une comptabilité générale dans le format légal et une traçabilité complète de toutes dépenses et toutes recettes. En parallèle, on a une double imputation qui nous permet, ce qu'on appelle la comptabilité analytique, de voir par domaine d'activité ce qu'on a fait en termes de dépenses et ressources. C'est ce que j'ai essayé de schématiser ici. Vous voyez à l'horizontale des thèmes de la comptabilité générale. Bon, je ne vais pas vous apprendre le plan comptable, enfin, je vais éviter de vous l'apprendre. Et vous voyez en vertical l'analytique, notamment vous retrouvez les vice-présidences communauté, formation, industrie, projet international, et puis la partie gestion-finance. Donc ce croisement est extrêmement utile pour comprendre ce que l'on a fait en ressources et dépenses au cours de l'année. J'ai passé un petit message dans le rapport de gestion, c'est que la comptabilité analytique, on peut d'autant mieux l'exploiter qu'elle est bien renseignée. Donc on a un effort d'amélioration continue à faire dans ce domaine, puisque cette précision d'imputation fait qu'on tirera le meilleur enseignement possible des comptes en fin d'exercice. Je dirais que les choses sont bien tenues, mais il y a encore à progresser, c'est la vie, c'est normal. Globalement, maintenant, par grand domaine d'activité, vous trouvez, alors je le précise pour ceux qui sont loin, la première barre un peu orangée, c'est l'exercice 2016, le réalisé. La barre verte, un peu foncée, c'est le budget 2017 qui avait été approuvé fin 2016. En rouge, le réalisé 2017. Et la barre, je qualifierais de vert clair, c'est le budget 2018 qui a été approuvé à l'Assemblée générale du 9 décembre dernier. Globalement, sur ce qui est communauté, vous voyez qu'il y a moins de dépenses qu'en 2016. Vous voyez les barres, c'est la première barre à gauche. Moins de dépenses qu'en 2016. On est un petit peu en retrait du budget, mais je préciserai que c'est un faux retrait. On est quasiment au même niveau en pratique. La communication, moins de dépenses qu'en 2016, mais malgré tout plus qu'au budget. Formation industrie, alors il y a là le transfert du slide a fait que sur l'ordinateur, la barre bleue aurait dû recouvrir la barre rouge. Je suis désolé. Voilà. Je voulais signaler que le réalisé 2017 pour formation industrie, que vous voyez à 800 000 €, en fait, comprend les dépenses du projet Arts et Métiers Accélération pour 500 000 €. Donc normalement, le bleu était sur le rouge, vous m'excuserez, c'est un petit décalage inopportun. Non, mais t'embête pas, non. Si, tu vas y arriver, mais voilà, c'est pas la peine.
Voilà, mais globalement, formation industrie, s'il n'y avait pas le projet Arts et Métiers Accélération qui a été finalement imputé dans ce thème-là, les dépenses 2017 sont inférieures à 2016. Et puis finance gestion, moins qu'en 2016, vous le voyez, mais plus qu'au budget en pratique. Alors, très rapidement, pourquoi ? Dans le budget de la SOS en 2016 comme en 2017, il y avait un versement de la Fondation, une subvention de la Fondation qui finançait par ce biais-là un certain nombre d'actions, notamment la promotion du métier de l'ingénieur, enfin des actions d'intérêt général, puisque c'est, il faudra rappeler, l'objet de la Fondation. En réalisation 2017, ce versement n'existe plus et la Fondation prend directement en charge les dépenses. Voilà. Elle les prend directement en charge dans le domaine de la communauté, de la formation industrie, voire de projets internationaux. Donc l'argent qui était attendu d'un côté est arrivé de l'autre côté. Voilà le décalage, c'est le principal que l'on peut constater. Et puis tout à fait à droite, vous voyez, vous ne voyez pas très haut, projet international. Voilà. Je pense que ça peut donner un axe de réflexion. Voilà. Le projet Arts et Métiers Accélération, donc il sera présenté tout à l'heure, enfin l'évolution en 2018 sera présentée par Gérard Murat qui fera un topo tout à l'heure. Simplement en 2017, il y a eu des dépenses de fait. L'Assemblée générale du printemps avait voté une dotation à capital et la création d'une société, et tout cela n'a pas eu lieu en 2017. Et donc en fin d'année, on s'est retrouvé avec des dépenses qui sont supportées par la SOS à hauteur d'un peu plus de 500 000 €. Vous en avez le détail en annexe du rapport de gestion, de façon à ce que ce soit très complet et très transparent. Globalement, les grands postes, un poste main-d'œuvre avec 2 salariés de la SOS payés en 2017, un prestataire Panoptes qui a représenté aussi une part non négligeable de 171 000 €. C'est un prestataire. Voilà. Station F. Alors, Station F, les Parisiens connaissent bien, certains me connaissent bien. Moi, je ne connaissais pas avant d'arriver à la SOS, donc je suis allé voir. Donc, vous le voyez peut-être en image de fond, c'est pas très loin de Bercy. Et donc, c'est là que sont installés les postes de travail d'Arts et Métiers Accélération dans un milieu de start-up et d'innovation. Et donc, Station F, il y a une convention de location de postes de travail depuis l'an dernier, et ça a représenté en 2017 87 000 €. Et puis les autres dépenses, dont je vous fais grâce du détail, vous l'avez dans le rapport, représentent 71 000 €. Voilà. Donc ça, c'est intégré dans les comptes de la SOS en 2017. Alors, un aperçu que je vais essayer de dérouler rapidement, pour ne pas prendre de retard, c'est nos actions dans les grands domaines d'activité. J'ai repris un slide qui avait été fait par je ne sais pas qui, il y a peut-être 2 ans, que j'ai aménagé et qui permet de présenter finalement les grands domaines d'action de la SOS. Donc vous trouvez, je précise de loin, le bout de camembert en bas à droite, c'est la communauté, tout à fait en dessous, projet international, à gauche, formation industrie, dans le coin gauche supérieur, administration finance, et puis coin droite supérieur, la communication. Globalement, la communauté, vous en voyez peut-être pas très bien les chiffres, mais 1,2 million, à peu près 1,2 million en 2017, et j'ai précisé qu'il y avait des permanents d'affectés dessus. On a 14,5 équivalents temps plein, côté SOS, affectés à nos activités, et ils se distribuent donc entre la communauté, qui est le plus gros morceau, si je puis dire, en termes d'action, formation industrie, où on a 1,5 équivalent temps plein, tout ce qui est administration finance, et pour la communication, un salarié temps plein. Donc, ce qui est communauté, vous le connaissez dans ces grands domaines d'action, c'est la fidélisation, l'accompagnement des promos, toutes les actions qui ont trait à l'entraide, au pôle carrière, à l'entraide, au pôle carrière, aux prises des bourses, etc. Alors, en 2017, ça a été donc 1,190 million, j'ai arrondi 1,2 million. Vous voyez que les principaux morceaux, c'est ce qui s'appelle en comptabilité analytique fonctionnement SOS. Alors, c'est un terme qui paraît très vague. En fait,
toutes les actions, tout ce qui a trait aux instances et tout ce qui a trait aux frais engagés par les bénévoles, que ce soit dans les instances nationales ou en local. Vous trouvez ce qui concerne les DP, les JP, etc., qui représentent 7% à peu près. La fidélisation, qui est une action sur laquelle il faut engager des moyens pour, in fine, s'assurer que nos camarades continuent de participer à nos activités. Le pôle carrière, qui est une activité importante, vous le voyez, 28%. Je précise que l'essentiel des dépenses concerne des salariés, notamment 2 consultants, qui font un travail, je crois, remarquable depuis des années et qui apportent un vrai service à nos camarades. Les prix et bourses, je rappelle que les prix et bourses sont financés par des legs qui nous ont été faits par le passé par nos camarades. Donc ces legs sont placés et les produits financiers viennent alimenter ces prix et bourses. Et donc on n'a pas de limite dans l'esprit pour les prix et bourses, sauf celle des produits financiers venant de ces legs particuliers. Et puis l'entraide. Et un tout petit peu de Rexam, vous voyez que c'est modeste comme solde net de dépenses. En ce qui concerne la communication, je n'ai pas fait de détails, mais vous connaissez toutes les actions de communication internes et externes. Il y a eu en 2016 des dépenses significatives au moment de la gestion de crise. En 2017, c'était la queue des dépenses, mais malgré tout, il a fallu les supporter. Il y a un salarié consacré à cette activité. En point particulier à noter, par exemple, il y a une dépense faite, je pense, de façon très judicieuse par Bernard Millon-Rousseau, qui était la mise en place d'une toile sur le chantier de la résidence de Paris, qu'on voit depuis le périphérique. Voilà, c'est une opération de communication, ça a dû coûter un peu plus de 52 000 €. Je crois que c'est judicieux. Voilà. Non, 50 000. Non, 50 000. Non. En réalisation et pose et dépose, puisqu'ils ont fait le transfert, c'est le coût global. Hein. Je parle du coût global. Voilà. Enfin, je pense que c'est bien quoi qu'il en soit. Après, si quelqu'un voulait monter sur un échafaudage ou une échelle pour faire les tags, c'était possible aussi. En ce qui concerne... Voilà. En ce qui concerne formation industrie, donc, il y a toute une logique qui est la promotion du métier de l'ingénieur, le soutien aux élèves et à l'école, et puis le soutien aux activités des élèves, le CLENAM, et puis les groupes professionnels. Donc, on voit bien tout l'ensemble des actions que recouvre ce domaine d'activité. Et globalement, on a dépensé un peu plus de 300 000 €, la moitié, un peu plus de la moitié, dans des actions de soutien aux élèves et à l'école. Voilà. Ce qui est la rubrique générale, je le précise, parce que général, c'est justement la rubrique fourre-tout en général. Ce sont les cotisations que la SOS paye, notamment à l'IESF, à ParisTech Alumni et à la conférence des grandes écoles. Enfin, le gros morceau, c'est l'IESF. De mémoire, ça doit être 32 000 € de cotisation annuelle. Vous voyez le CLENAM, 47 000 €. C'est le solde net. Hein. À chaque fois, je l'ai oublié de préciser, c'est le solde net de dépenses de l'activité, puisque certaines activités sont autofinancées. Par exemple, les groupes professionnels ont beaucoup de recettes propres, et donc le solde net à supporter est plus limité. Vous voyez, les groupes professionnels, 16 000 € en solde net, ce n'est pas très lourd, entre guillemets, en termes d'activité. Voilà. Dernier point, tout ce qui est administration, finance, gestion. Là, j'ai essayé de représenter... alors, je n'ai pas mis un camembert, parce que quand il y a des recettes, et donc, entre guillemets, une dépense négative, dans un camembert, ça devient difficile d'avoir une part négative. Voilà. Ça devient difficilement lisible. Simplement pour préciser que l'administration, il y a moins de dépenses qu'en 2016, et je dirais que ça a touché notamment à des refacturations de main-d'œuvre et un certain nombre de postes en diminution en termes de prestations. L'informatique reste à un niveau quasi stable. J'en profite pour signaler que sur l'informatique, on va mener une preuve de concept cette année sur le site internet
sur un projet de refonte du site internet avec les jeunes promos, pour bâtir un projet dont on connaisse bien les limites, à la fois techniques, financières et de calendrier, pour présenter un projet qui sera ensuite soumis à décision et à financement et qu'on mènera en 2019 si on est clair là-dessus. Et on ne va pas engager les choses sans savoir où on va, parce que c'est toujours risqué dans les projets informatiques. Voilà. L'hôtel d'Iéna, on a un certain nombre de dépenses qu'on supporte pour l'hôtel d'Iéna, mais ce qu'il faut noter, c'est que le club Iéna, auquel on refacture un certain nombre de choses, contrebalance plus que largement ces dépenses. Voilà. Et puis pour la fondation qui vous trouvez à droite, vous voyez qu'il y a le réalisé 2016, un peu en jaune orangé, le budget 2017, et il n'y a pas de réalisé 2017, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas eu de versement de subvention, mais bien maintenant une prise en charge des dépenses en direct. Oui. Disons que les... Oui. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un appel à bêta-testeurs dans toutes les générations, de façon à ce que les gens qui sont susceptibles de pouvoir valider un certain nombre de choses représentent effectivement l'ensemble des utilisateurs? Alors, par rapport à ça, la première étape, donc ce dont tu as parlé, Didier, c'est la première étape, qui est de faire un POC avec un produit qui s'appelle Evrite. C'est les JP qui se sont portés volontaires, parce qu'il va falloir voir si effectivement il peut répondre à un certain nombre de besoins. Après, il y aura effectivement une deuxième étape où on va agrandir un petit peu la zone d'action. Mais cette première étape, on l'a concentrée sur les JP pour qu'il soit vraiment réduit, pour qu'on puisse prendre en main, je dirais, le produit et voir quelles sont les possibilités de ce produit. Donc il y aura une deuxième étape avant de passer à une étape de déploiement plus importante. Techniquement, on peut, pour certaines personnes qui veulent regarder, faire quelque chose. Je précise que, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est dans le rapport de gestion, cette année, le 26 mai, ou le 25 mai au soir, comme on veut, entre en application la réglementation générale sur la protection des données. Donc, décision européenne. Ces dispositions se substituent à celles mises en place par la CNIL il y a maintenant quelques dizaines d'années, et ça vise à protéger les données personnelles, principalement, je résume. Pardon ? Voilà. Donc, sur le plan pratique, alors, cette législation européenne qui a été décidée en 2016 et s'applique le 26 mai 2018, elle est inspirée notamment de ce qu'on a constaté, par exemple, pour les réseaux sociaux, le fait que les données personnelles pouvaient être utilisées à des fins pas tout à fait avouables. Et donc, on doit prendre ça en compte au niveau de la SOS, à la fois dans les traitements des données, dans le droit à l'oubli. Si ceux qui utilisent Facebook et autres peuvent mesurer combien ce droit à l'oubli est difficile à faire mettre en œuvre. Et donc, ça va être applicable pour nous. Donc on a mené un travail de façon très régulière et intense là, depuis 2 mois, parce que l'échéance est proche, voilà, pour corriger les choses, notamment par exemple, vous verrez que sur le site internet, sur votre profil, ça va être mis en place, ça n'est pas encore, mais il n'y aura pas de consentement implicite, maintenant ça sera un consentement explicite. J'accepte de. Et si vous ne cochez pas, ça ne sera pas fait. Oui, mais c'est... Donc on reprend ça. Voilà. Ça va être tout dans un sens, ça sera une décision explicite. Alors bien évidemment, par exemple, je vais prendre un exemple basique, mais il ne faut pas que je consomme trop de temps, mais pour ceux qui s'inscrivent, enfin qui payent leur abonnement à la revue, on va supposer que s'ils s'abonnent à la revue, ils acceptent qu'on donne à Arts et Métiers Multimédia leur adresse pour envoyer la revue. Mais par contre, tous les traitements devront être encadrés par des conventions, et je le signale par avance au président de groupe, au délégué de promo, au président de groupe professionnel. Je serai amené à leur proposer au cours de l'année 2018
proposer, entre guillemets, un texte de convention sur lequel on est bien d'accord, qui sera très simple, mais parce qu'eux-mêmes ont besoin d'informations sur les camarades sociétaires de leur groupe, de leur promo, etc. Et la loi nous impose maintenant d'avoir des dispositions qui précisent ce qu'on peut faire des données personnelles. Voilà. Pardon. Oui. Alors, disons que en termes de projet, on travaille avec Yves Gou et François Mescam de façon très régulière, pas plus tard qu'hier, sur le sujet pour corriger les choses sans délai. Voilà. Concernant l'obligation de désigner, avant il y avait un correspondant CNIL. Maintenant, les dispositions prévoient un délégué à la protection des données, et donc ça s'appelle un DPO, hein, c'est pas DPD mais DPO. Voilà. Donc, ça s'impose essentiellement pour les structures qui ont des traitements massifs de données, y compris des données dites sensibles, les condamnations pénales et autres. On n'est pas dans ce registre-là. Sachant que, je précise le dernier point sans être trop long, c'est qu'ils disent qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui ait un pouvoir dans la structure. Donc ça ne peut pas être un délégué général, un secrétaire général, etc. Donc ça commence à devenir compliqué de trouver quelqu'un. Il faut qu'il soit expert malgré tout du domaine. Donc on va avoir quand même un point d'entrée sur cet aspect-là qu'on précisera sur le site de la SOS, mais il n'y aura pas désignation formelle puisqu'on n'est pas obligé d'un DPO pour prendre cet acronyme. Voilà. Oui, mais il faut trouver quelqu'un qui corresponde aux critères et si on ne l'a pas... Enfin, on en parlera après, mais pas forcément. J'essaie d'avancer alors sur les ressources. Donc vous avez vu les grands domaines d'activité qui, dans un certain nombre de cas, ont des ressources propres. Hein. Je l'ai rappelé pour les groupes professionnels, par exemple. Et puis, après, il y a les ressources que j'ai appelées communes. Qu'est-ce qu'on a dans les ressources communes? Les cotisations et dons, certains produits dits exceptionnels, et puis les produits financiers. Cotisations et dons, on a fait un peu mieux qu'au budget et on est quasi stable par rapport à 2016. Corentin a signalé tout à l'heure le fait que le nombre de cotisants augmente et c'est bien, mais globalement, le financement récolté reste dans des proportions qui ne sont pas en forte croissance. Les dons ont tendance à baisser depuis un certain nombre d'années. Et on réfléchit pour la suite à un certain nombre d'actions pour remonter ça. Remonter les cotisations, remonter les dons, ça paraît nécessaire d'enclencher les choses. Oui, juste par rapport à ça, quand même, moi je tiens à rappeler qu'en 2011, on avait environ 1 900 000 de cotisations et dons. Cette année, comme vous le voyez, on a eu 1 548 000. Il y a des choses qui s'expliquent. En 2012, il y a eu une baisse des cotisations. Ça explique environ 120 à 130 000. Le reste, c'est des dons, une baisse des dons assez significative que l'on a depuis 2011. Donc c'est vrai que par rapport à ce que dit Didier, c'est un sujet qu'il faudra qu'on voit concrètement, je dirais qu'on voit pour les années à venir, je dirais par rapport à ce problème de cotisation et de dons. Parce qu'il faut qu'on remonte rapidement à 1,9 million. Oui, il n'y a pas de défiscalisation, c'est vrai. Alors, les dons, moi je veux bien, mais par rapport à ça, les 400 000 euros d'écart, je ne suis pas persuadé que quand on donne à la fondation, normalement on donne 3 fois ce qu'on donne à la sauce. Et je ne suis pas persuadé que la fondation ait reçu 3 fois plus. Hein. Deux fois, donc. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les dons qui viennent à la fondation défiscalisée reviennent d'une certaine façon à la sauce. Voilà. Donc, globalement, pour la communauté, même si je ne peux pas parler en termes de communauté personnellement, étant d'intérêt général, il est plus intéressant de donner les dons à la fondation qu'à la société. Les dons à la société, c'est le tiers. Juste quand même par rapport à ça, Roger, tu me permettras quand même
de faire une... Je n'ai pas terminé. Oui. Simplement pour dire que donc, ces dons représentent des sommes qui sont reversées à la SOS, et si les dons diminuent la fondation, ce sera au détriment de ce qu'on pourra financer à la société, à un moment donné. Donc globalement, ce qui a toujours été dit dans les précédentes assemblées générales, qui a toujours été clair en présence des présidents, c'est que les dons doivent aller en priorité à la fondation pour permettre une défiscalisation et les augmenter. Si ce n'est pas de l'ordre de 3, que ce soit au moins de l'ordre de 2. Autrement, on sera dans l'obligation en tant que fondation de diminuer nos aides à la SOS par diminution des dons. Et on sera tous perdants. Alors, par rapport à ça, Roger, tu me permettras quand même de faire une remarque. C'est que quand j'étais vice-président communauté, et je pense c'était Roland qui était président à ce moment-là, il y avait effectivement, ça ne se passait pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas la fondation qui payait les frais directement, mais la fondation faisait, entre guillemets, un chèque à la sauce qui était aux alentours de 200-230 000 euros pour les frais d'intérêt généraux. Aujourd'hui, tu prends en charge à peu près la même somme. Je dirais, tu prends directement la même somme. Si ce n'est donc, ce qui veut dire que c'est au niveau, je dirais, à ce niveau-là, c'est à peu près équivalent. Par contre, il y a effectivement 400 000 euros de moins en recettes. Voilà. Oui. Je crois et la fidélisation, c'est le nombre de cotisants. Si tu regardes sur 4 ans, on est globalement plat, plus 20, moins 50, peu importe. C'est le nombre de cotisants qui jouent avec la fenêtre de tir, je paye une fois tous les 4 ans. C'est le nombre de membres à vie qui ne donnent rien, ni à droite ni à gauche. Je veux dire, les statistiques sont là. Je te renvoie au rapport fidélisation de fin décembre. Et quand tu le lis, c'est assez biblique. C'est quoi le plan d'action pour remotiver, refidéliser, relancer la machine et faire que quand même, chaque année, on a un potentiel de clients, entre guillemets, qui est de l'ordre de 1000 à 1100. On n'en prend pas de balle. Et on regarde aussi sur les JP, qui est quand même un facteur important sur lequel on a mis beaucoup d'emphase ces dernières années. Eh bien, on se rend compte que lorsqu'ils sont plus JP, il y en a 1 sur 2 qui cotisaient avant, qui ne cotisent plus. Donc il y a aussi un autre problème, c'est comment on réillumine la sauce pour qu'ils continuent à payer. Et surtout à taux plein. Juste par rapport à ça, simplement, hein, pour finir sur ce thème-là, en 2008, il y avait 12 400 et quelques cotisants. En 2017, il y en a 16 000. Et moi, lorsque j'étais VP communauté, j'avais pris ce sujet-là à bras-le-corps. Et en 3 ans, on avait remonté de 2000 les cotisants. Malgré tout, il y a effectivement les problèmes que tu signales. C'est pour ça qu'il y a aussi une cellule de fidélisation qui est toujours aujourd'hui, disons, sous la coupe d'Alain Absou, mais il va y avoir quelqu'un qui va reprendre, qui s'appelle Francis Lemaire. Donc c'est vrai qu'il y a une action à faire. Si ce n'est que cette action-là ne comblera pas les 400 000 euros, il y aura d'autres actions à mener et certainement on sera amené à en rediscuter à l'AG d'automne et par rapport au budget. Oui, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Je poursuis donc sur les... Pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu. Oui, simplement, je pense que dans la communauté, il y a aussi un certain nombre de camarades qui, étant donné leur âge, n'ont pas forcément accès à Internet. Or, tout est fait pour que toute la documentation, toute la connaissance soit faite par l'intermédiaire des sites. Et que faites-vous vis-à-vis des camarades qui n'ont pas de site ou pas de possibilité de consulter la documentation que vous émettez? Et est-ce que les 1000 qui manquent ne sont, parmi les plus vieux, ne sont pas ceux qui sont laissés de côté ou qui sont rayés de la carte parce qu'ils n'ont pas Internet? Je ne sais pas, enfin ça mérite d'être regardé, oui. Je ne sais pas répondre à ça. Oui, ça mérite d'être regardé. Oui. Je poursuis sur les ressources. Concernant les produits exceptionnels. Les produits exceptionnels, c'est par définition quelque chose de non récurrent et ça concerne pour l'essentiel 90%, 95%
les legs que l'on reçoit, puisque vous savez que notre reconnaissance d'utilité publique nous permet de recevoir des donations et des legs. Ceci étant, c'est pareil, c'est très variable d'une année à l'autre, hein, ça n'est pas du tout continu. Il y a eu des années entre guillemets faste et des années qui étaient quasiment à zéro. Là, on est à un peu plus de 200 000 euros. Dernier point, les produits financiers. Or, les produits financiers, donc les legs conséquents qui avaient été reçus par la SOS depuis plusieurs années, ont été placés sur des fonds communs de placement qui sont gérés avec une banque très professionnelle dans ce domaine. Nous avons un conseil aussi qui nous apporte son expertise. Et enfin, il y a une commission placement avec un certain nombre de nos camarades qui maîtrisent très bien ces volets-là. Donc, il y a une gestion très attentive et très régulière de ces placements qui permettent de dégager des plus-values potentielles chaque année. Et globalement, ces fonds communs de placement, il y en a entre moyen terme et long terme. Ceux de long terme ont rapporté depuis 2013 un peu plus de 5% en rythme moyen annuel de croissance. Ceux de moyen terme, entre guillemets, sont à 3,5. Donc ce sont des placements utiles, intéressants. Bien évidemment, ces placements vivent les cycles économiques. Typiquement, le début d'année, on a vu la valeur de ces placements baisser un peu et ça remonte actuellement de façon assez classique. Il y a aussi un point non négligeable à signaler, ce sont les titres Schlumberger que Louis Magne avait légués à la SOS. Il en reste encore 100 000. Ils sont cotés en dollars. Et on a vécu une petite difficulté en 2017, entre guillemets, petite, à savoir que vous savez que le dollar s'est déprécié par rapport à l'euro de façon très significative en 2017, et par ailleurs, le cours du titre entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 a chuté très significativement. Donc à la fin de l'année, on a quand même dû passer une provision pour une perte potentielle de 2,4 millions sur ces titres. Alors, je rappelle que ça représente 8 millions d'euros, la valeur de ces titres. On ne va pas se plaindre de les avoir, je ne crois pas. Et je précise par ailleurs qu'une provision, ça n'est pas une perte. Une provision, c'est comme le placard à provision. On met des confitures pour la saison à venir, au cas où on n'aurait pas de quoi manger les fruits. Et on espère que le cours du titre et du dollar vont faire qu'on pourra un jour céder ces titres à une valeur égale ou supérieure à leur valeur d'entrée dans nos comptes. Voilà. Et on récupérera l'argent de la provision le jour venu. Donc, globalement, sur les produits financiers, si on prend les plus-values de placement et la perte potentielle, mais non définitive, des titres Schlumberger, le solde net, vous le voyez, c'est 1,4 million. Ce 1,4 million, je rappelle qu'il y en a une partie qui va sur les prix et bourses. Il ne faut pas l'oublier. On ne l'affecte pas dans le résultat d'exploitation puisque c'est un résultat financier. Mais il y a à peu près 250 000 euros sur les prix et bourses et le reste équilibre l'exploitation de nos comptes pour à peu près 1 million d'euros. Là, c'est un petit graphique. Alors, désolé pour ceux qui sont loin, j'ai essayé de grossir les libellés, mais à la fin, ça devient ingérable pour le graphique. Simplement, je voulais essayer d'indiquer par rapport au budget qui avait été voté par l'Assemblée générale fin 2016 pour 2017, qu'est-ce qui a bougé, en plus ou en moins, dans les grands postes de ce budget. Ce qui est en plus est en vert en haut, ce qui est en moins est en orangé en dessous. Globalement, les comptes sous égide, il y a un solde positif, on l'a vu tout à l'heure. Sur la communauté, un léger solde positif. Des dépenses supérieures au budget en communication. Formation industrie qui a dégagé un solde positif. Le projet Arts et Métiers Accélération, qui n'était pas budgétisé, a fait un grand négatif de 513 000 euros. Et puis, vous trouvez le reste, et notamment Finance Gestion, qui est en dessous de ce qui était prévu au budget. Pardon, je vous cache, je suis désolé. Finance Gestion, c'est la barre orange de taille intermédiaire. Il y a notamment la partie fondation, versement de la fondation, qui n'a pas eu lieu. Concernant les résultats en vision comptable, il y a le résultat d'exploitation, et après vous voyez un résultat exceptionnel, les libellés sont au-dessus, un résultat financier, les impôts, des reports éventuels, et puis le résultat final. Ce qu'il faut noter, 2016, on avait terminé avec un résultat d'exploitation qui était négatif d'1 967 000 euros.
Et 2017, on termine avec un résultat négatif en exploitation de 2 100 000, dont Arts et Métiers Accélération, 513 000 euros. Ce qu'il faut noter, c'est que comme ça intègre les groupes et promos sous égide, je n'ai pas voulu charger le graphique, mais si je neutralise les groupes et promos sous égide, parce que c'est vraiment un domaine qu'il faut mettre à part, le résultat 2016, il serait de moins 2 140 000, et le résultat 2017, hors Arts et Métiers Accélération et hors groupe et promos sous égide, serait de moins 1 660 000. Donc ce résultat, entre guillemets, s'améliore. Il est quand même négatif. Il ne faut pas le cacher. Voilà. Ça, bien sûr, si on balançait dans cette rubrique-là les produits financiers nécessaires aux prises et bourses, on corrigerait d'à peu près 250 000 euros ce résultat en le réduisant, mais il reste négatif. Un petit aperçu simplifié sur les avoirs des groupes et promos sous égide pour indiquer la façon dont ils se répartissent. Les promos, globalement, c'est leurs avoirs fin 2017. C'est 1 474 000. Et les groupes territoriaux, 918 000. Et puis les groupes culturels, 8 000 euros. Voilà. Sont des avoirs qui sont soit sur des comptes Société Générale qui sont rémunérés grâce à la SOS, qui prend en charge notamment les frais financiers de gestion de ces comptes et qui permet aussi que ces comptes soient rémunérés. Et puis certains groupes ou promos qui ont des avoirs conséquents les placent sur des fonds communs de placement qui sont aussi séparés de ceux de la SOS. Concernant les filiales, alors l'Assemblée générale de la SOS, elle se prononce sur les comptes de la SOS. Elle n'est pas là pour délibérer sur les comptes des filiales, hein, je le précise. Par contre, je vous donne un aperçu simplifié des filiales. Arts et Métiers Multimédia, on en détient 100%, un capital de 300 000 euros, capital social, le chiffre d'affaires 1,7 million de chiffre d'affaires en 2017, avec un résultat positif de 113 000 euros, et des capitaux propres qui sont encore à 162 000 euros. C'est-à-dire qu'on est parti de 300, on est à 162. Donc on remonte. Le message que je veux vous passer, c'est qu'on ne remontera pas de dividendes d'Arts et Métiers Multimédia avant au moins 2 ans, le temps qu'ils reconstituent leurs capitaux propres, puis qu'ils assurent une dotation des provisions légales qui sont nécessaires. J'en suis désolé, mais c'est exact. Voilà, il y a eu 50 000 plus 250, ça fait 300 000. 50 plus 250. C'est 300, enfin, oui, non, je suis désolé, j'ai pris des informations légales hein, pour ne pas me tromper non plus. Non. Club Iéna, on en détient 90%, le reste c'est 10% détenu par Sodexo Sport et Loisirs. On avait mis 450 euros de capitaux, un chiffre d'affaires de 5,7 millions, un résultat de 117 000 euros, c'est très proche d'Arts et Métiers Multimédia. Et puis des capitaux propres qui sont à plus d'1 million compte tenu de ce qu'a fait le Club Iéna en investissement. Et puis il reste toujours une structure qui s'appelle Gazar.net, qui est une SARL. On va voir ce qu'on en fait parce qu'elle n'a plus vraiment d'utilité et de fonctionnement aujourd'hui. Et concernant 2018, quand on viendra au compte 2018 l'an prochain, vous verrez donc apparaître la filiale Arts et Métiers Accélération, détenue à 100%, qui est une société par action simplifiée. Le reste n'aura pas bougé, peut-être Gazar.net, si on évolue sur ce sujet en 2018, on verra ce qui est fait. Je voudrais préciser aussi, pour terminer, que concernant le budget 2018, il n'y a pas de révision du budget 2018 qui vous est présenté. La question m'avait été posée au conseil d'administration. Je n'ai pas présenté de révision du budget 2018. Bien sûr, on a l'objectif de maîtriser nos dépenses, puisque les recettes, le poste le plus important sont les cotisations. Ça a été voté par l'Assemblée générale et on ne va pas les réviser en cours d'année, hein, évidemment. Et donc, on va essayer de maîtriser nos dépenses. C'est un des objectifs majeurs que j'ai. Je vais bien sûr surveiller les produits financiers, nous assurer que ce qui est attendu sera au rendez-vous. Ça paraît nécessaire. Et puis, je signale qu'on aura vraisemblablement fin 2018 à provisionner quelques risques sociaux. Voilà.
Et puis, dernier point, la question m'avait été posée. On a lancé un appel à candidats au sein du comité pour remettre en place la commission finance-gestion. Cette commission finance-gestion, je pense qu'on va la réunir lors du prochain comité. On a un travail à faire qui est, je ne pense pas de suivre le détail de l'exercice. Ça ne me paraît pas fondamental. Enfin, qu'il en ait une vision, c'est utile, mais pas fondamental. Par contre, on a besoin de travailler dans une vision pluriannuelle sur les moyens que l'on veut consacrer à nos actions. Et comment évoluent les actions telles que proposées par les différents vice-présidents communautés et par le président de la SAS lui-même. Voilà, je vous remercie. Oui, je répondrai à une question. Je précise que si notre commissaire aux comptes est là, ce sera... Pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je vais peut-être lui passer la parole concernant la certification des comptes et puis on pourra répondre aux questions après si on peut. Voilà. Non mais, faut-il comprendre qu'Arts et Métiers Accélération continue? Bonjour, mon nom est Dominique Lévesque, je suis responsable du cabinet COGED, qui est commissaire aux comptes depuis quelques années de l'association. Les contrôles se passent bien dans une ambiance tout à fait efficace avec vos services. Le rapport du commissaire aux comptes est normé, il a évolué récemment, il comprenait avant 2 pages, maintenant 3. Je vais donc le résumer. Il a un mérite par rapport au précédent rapport, c'est qu'on commence par la seule chose intéressante, c'est que on certifie, et donc je vous confirme que les comptes sont certifiés sans réserve. Avant, il fallait attendre la fin. Voilà. En ce qui concerne les différentes parties de ce rapport, je vous indique qu'on a fait notre audit selon les normes professionnelles, qu'on a fait cet audit en respectant les règles d'indépendance. Je résume tous les paragraphes qui sont assez laborieux à lire pour vous. En ce qui concerne la justification de nos appréciations, on a procédé, comme on le dit couramment, selon notre jugement professionnel et on a vérifié le caractère approprié des principes comptables qui avaient été retenus par la direction. On a vérifié le rapport moral et financier, en tout cas on contrôle les informations qui vous sont communiquées dans le rapport moral et financier. Je rappelle que la direction a établi les comptes, puisqu'il n'a pas été dit, mais dans un esprit, dans une optique de continuité d'exploitation et que c'était vérifié, mais je crois qu'il n'y a pas de doute sur ce sujet. Pour simplifier encore ces différents rapports, je dis qu'on fait attention aux risques de fraude, les risques analytiques provenant de fraude, on fait attention, on vérifie le contrôle interne, on apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues lors de l'élaboration des comptes. Et je l'avais dit tout à l'heure, mais dans le rapport normé, ça figure 2 fois, on apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation. Voilà, donc tout ça fait qu'au terme d'un audit qui a eu lieu dans de bonnes conditions, donc nous certifions les comptes annuels sans réserve. Je peux peut-être faire un résumé du rapport spécial qui doit être lu à l'Assemblée. Alors, le rapport spécial est un rapport qui fait état des conventions dites réglementées, celles qui sont soumises à l'approbation de l'Assemblée générale. Donc cette année, il nous a été communiqué, de nouvelles conventions. Donc, on n'a pas été avisé d'une convention nouvelle qui n'aurait pas été en vigueur antérieurement. Je rappelle brièvement les conventions antérieures qui avaient été approuvées par les assemblées générales précédentes. Une convention de trésorerie avec la société Club Iéna, donc la SAS Club Iéna, avec un versement d'intérêt par la société Club Iéna qui s'est élevé à 10 396 € dans l'année. Une convention de refacturation de charges de fonctionnement à la société Club Iéna SAS, toujours. Et donc la refacturation cette année s'est élevée à 107 487 € hors taxe. Et troisième convention, un contrat de bail commercial signé toujours avec la société Club Iéna. Et le montant facturé par votre association à la société au titre du contrat de bail pour l'exercice 2017 s'est élevé à 310 700 €. Voilà, j'en ai terminé avec mes rapports. Je vous remercie.